Voilà. Voilà, moi je vais vous inviter à un voyage au pays des garçons, justement, et des hommes, parce que toutes ces dernières années, on a mis la focale essentiellement sur les filles. Hein. On essaye toujours de faire accéder, élever, avec tout ce que ça suppose derrière les filles au niveau des garçons. Il n'y a qu'à voir le nombre de chartes, de conventions, même de dispositifs. On raisonne toujours en termes d'égalité filles-garçons. Donc on bicatégorise une fois de plus. Quelque part, on renaturalise un petit peu cette dichotomie. Voilà. Et on ne se penche pas sur les garçons, jamais, ou très très peu. On veut émanciper les uns comme les autres des déterminismes sexués, sauf qu'on se penche sur une seule des catégories. Et il est bien évident que si on ne travaille pas aussi et avec les garçons, si on ne s'attache pas à déconstruire la façon dont les garçons se construisent, les hommes se construisent, ce que j'ai appelé moi dans mes travaux la fabrique des garçons, on se heurte à un mur et on voit très bien que malgré la quantité de colloques, de séminaires, de livres, d'ouvrages, d'actes de colloques, etc., qui existent et qui se font, les choses avancent peu. Voilà. Je vais commencer par... voilà. Ok. Quelques chiffres, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus éloquent que je vous laisse regarder. Vous voyez pas, au fond? Alors. D'accord, je prends ta place. Alors, le tout, c'est que moi... Est-ce qu'on peut le mettre en grand là-dessus? Parce que moi, je ne vois pas non plus. Ah, c'est super. Bon. Ça marche? Est-ce que le micro est branché? Non. Je change. J'éteins celui-là. Bon, vous ne voyez pas au fond? Non? Donc, je vais lire, tant pis. Comme je ne vois pas très bien, je vais lire derrière moi aussi. Donc, 96,5% de la population pénitentiaire est masculine. Chiffre INSEE 2012. 83,6% des auteurs de crimes conjugaux sont des hommes. 50% des 16,4% des femmes meurtrières étaient victimes des violences de leurs conjoints. Chiffre ministère des droits des femmes 2013. 69% des tués en voiture sont des hommes. 40% des femmes tuées étaient passagères des hommes. Chiffre prévention routière 2012. 94% des tués en deux roues sont des hommes. Sur les 6% des femmes tuées en deux roues, 1 sur 2 était passagère. Prévention routière 2012. 74% des personnes décédées par noyade accidentelle sont des hommes. Ministère de l'Intérieur 2012. 88% des décès traumatiques liés à la pratique sportive concernent des hommes. INVS 2010. 90% des 1500 sportifs et sportives décédés de mort subite sont des hommes. CHU, Pité-Salpêtrière, 2012. 75% des décès dus à l'alcool concernent des hommes. Je vous épargne la suite là, des références. 82% des décès dus au tabac concernent des hommes. Là aussi, actuellement, vous savez, il y a un discours qui dit que les femmes, de plus en plus, etc., etc. Enfin, les chiffres sont là. 75% des personnes décédées par suicide sont des hommes. Voilà, et on va s'approcher tout doucement de l'école. À l'école, puisque quand même, c'est le champ qui nous intéresse. Donc là, il s'agit de mes travaux. J'ai travaillé sur les sanctions scolaires, sur à peu près 6000 sanctions et punitions. 80% des élèves punis, tous motifs confondus, sont des garçons. 83% des élèves sanctionnés pour indiscipline ou insolence, donc là on est dans les rapports sociaux, sont des garçons. Pratiquement 92%, 91,7% des élèves sanctionnés pour des actes relevant d'atteinte aux biens et aux personnes, donc dégradation, violence physique, etc., sont des garçons. 80 à 90% des élèves qui passent en conseil de discipline, données académiques Bordeaux, je viens de Bordeaux, sont des garçons. 86% des élèves des dispositifs relais, c'est-à-dire des dispositifs où, vous savez,
on met les élèves qui sont en décrochage, qui posent des problèmes de comportement ascolaire, etc., sont des garçons. 75% des élèves décrocheurs sont des garçons, et j'aurais pu continuer comme ça sur 3 ou 4 diapositives avec les hyperactifs, avec les 10, avec etc., etc., etc. Voilà. Alors, je vais clarifier quand même un petit peu ma position. Que, par exemple, 80% des élèves punis soient des garçons ne veut absolument pas dire que 80% des garçons sont punis. Voilà, entendons-nous bien, tous les garçons n'entrent absolument pas dans cette catégorie-là. La catégorie garçon-homme est hautement hétérogène, au même titre que la catégorie des femmes. Donc, ce ne sont pas absolument pas des propos contre les hommes. Je n'ai absolument rien contre les hommes. Et ça ne sera certainement pas la direction que je vais prendre là. De notre côté, il se pose quand même une question importante. Est-ce que ces chiffres-là que j'ai donnés, est-ce que les hommes qui entrent dans ces statistiques sont responsables de ce qui leur arrive ? Ou est-ce qu'au contraire, finalement, ce seraient les premières victimes de l'inégalité sexuelle ? On peut prendre les choses sous 2 angles. Alors, le risque, aujourd'hui, c'est la tentation masculiniste. C'est-à-dire, ce qui se passe là actuellement, notamment en Amérique du Nord, dans une moindre mesure en France, mais ça vient de plus en plus fort, c'est d'instrumentaliser ces statistiques. J'ai eu ça avec mes propres travaux. Parfois, on a instrumentalisé mes données pour finalement considérer que les hommes seraient les premières victimes, justement. Instrumentaliser la vulnérabilité des hommes pour nier la permanence du système de domination masculine et d'une condition féminine qui est, tous les chiffres le montrent, toujours marquée par les inégalités, que ce soit la violence conjugale, que ce soit les salaires moindres, que ce soit le plafond de verre, les tâches domestiques, la maternité pénalisante, on a évoqué le droit à l'avortement, etc. Les masculinistes renvoient aux avancées féministes la responsabilité des chiffres et considèrent les hommes non pas comme une catégorie dominante, mais finalement uniquement comme des victimes, renversent complètement le point de vue. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que les violences masculines, finalement, les hommes qu'on retrouve dans ces statistiques, eh bien, ce serait la conséquence d'une soi-disant crise de la masculinité. Ça fait des années, des décennies qu'on parle de la crise de la masculinité. C'est un discours récurrent sur les garçons, sur les hommes, en désarroi, complètement perdus, complètement déstabilisés, à cause des progrès accomplis par les femmes ces dernières années. Des femmes qui non seulement auraient atteint l'égalité, mais se seraient littéralement emparées du pouvoir. On aura l'occasion tout à l'heure. Là, je lis aussi où vous voyez ce qu'il y a écrit en bas. J'ai interviewé alors dans notre champ de l'école, tout simplement. Voilà des discours que l'on peut recueillir. J'en ai vraiment des CD-ROM entiers de la part d'enseignants ou d'enseignantes. Elle parlait de garçons qui posent des problèmes, qu'on retrouve dans les problèmes de comportement qui sont régulièrement punis. Ces garçons-là, donc ceux qui posent des problèmes, sont dans un milieu très féminisé. Le taux de féminisation de l'éducation nationale, c'est énorme. L'école primaire, c'est fantastique. Et dans le secondaire, c'est pas mal non plus. Il faudrait voir le nombre d'enfants qui ne voient leur père qu'occasionnellement. Je ne parle pas seulement des enfants de divorcés. On a aussi encore beaucoup d'enfants dont le père s'en va le matin à 8h, revient le soir à 8h, donc il ne le voit pas. En fait, c'est la mère qui s'occupe de tout. Voilà. Donc là, on est complètement dans le mythe du père, encore dans le Lacan, quelque part, au nom du père. C'est-à-dire, sans père, on ne peut pas se construire. Mais quand on dit on parle exclusivement ou pratiquement des garçons. Les filles, elles pourraient se construire sans rien du tout. Bon, je ne développerai pas maintenant. Voilà. Et on a aussi y compris des scientifiques qui remettent en cause la disparition des grands rites intégrateurs, initiateurs dans le monde des garçons, des grands rites pour les confirmer dans leur identité d'homme. La disparition du service militaire, il n'y a plus de guerre, une bonne guerre, ça fabrique les garçons, voilà.
Il n'y a plus de crise de la masculinité quand il y a une bonne guerre, il n'y a plus d'occasion de se battre. Et d'aucuns ont même conseillé de remettre finalement un petit peu des rites de bagarre entre garçons pour les restaurer dans leur identité virile. Alors, cette fameuse crise de la masculinité, on a aussi la crise de l'adolescence, la crise de la ménopause, la crise de... Enfin, etc., etc. On sait très bien qu'elle varie complètement d'une culture à l'autre, que la plupart de nos hommes vont très bien, merci, la plupart de nos ados aussi, et la plupart de nos ménopausés aussi. On a une petite frange qui va mal, mais on la retrouve absolument à tous les niveaux et dans tous les domaines. On va aller un peu plus loin dans l'école. Il me reste 5 minutes, ça va être très difficile. Voilà. Bon. Se construire en tant qu'homme, aujourd'hui, je m'appuie sur les travaux là, de Robert Brannon, qui ne datent vraiment pas d'aujourd'hui, puisqu'ils datent de 1976. Un homme se construit autour de 4 piliers. Soit un chef, c'est-à-dire, on est dans la compétition, la performance, y compris sexuelle, bien évidemment. Un homme doit être à la hauteur, défier l'autorité, donc on voit très bien ce qui peut se passer au niveau de l'école, des sanctions, et ça suppose aussi de prendre une certaine distance vis-à-vis des valeurs scolaires. Deuxième pilier, soit un chêne vigoureux, le refus de perdre la face, le refus de la faiblesse physique, le refus de se plaindre dans la douleur, d'avouer ses affects, de reconnaître même ses émotions et de montrer qu'on a peur. Si tu me cherches, tu me trouves. Savoir se battre, montrer sa force, son agressivité, savoir prendre des risques pour montrer son refus d'être dominé. Et pilier de la construction masculine, on n'est pas des gonzesses et on n'est pas des pédés. Voilà, en parlant très clairement. C'est-à-dire, on va s'employer tout au long de la vie à se démarquer hiérarchiquement des filles, des femmes, avoir le dessus sur elles, se démarquer de tout ce qui est assimilé au féminin. Donc avec ça, on va faire corps avec le groupe des garçons, qui va porter collectivement cette virilité qui peut être faillible au niveau de l'individu. C'est la fameuse fraternité. Et surtout ne pas considérer les filles, les femmes comme des pairs, comme des égales, comme comme des individus qui pourraient parfaitement nous remplacer. C'est la condition pour les dominer. Et pilier donc de la construction de l'identité masculine, l'homophobie, bien évidemment. Il va s'agir de démontrer de façon réitérée devant le groupe des pairs qui va valider ou invalider la virilité, la masculinité, qu'on se distingue des homosexuels ou des présumés homosexuels, et accessoirement des intellectuels. Dans ce cadre-là, juste un extrait de mes travaux, j'ai eu l'occasion d'interviewer des garçons qui étaient régulièrement punis. Vous savez que la sanction est légitimée par des discours éducatifs, c'est bon pour eux, on les remet dans le droit chemin, justice restaurative, etc., etc. Sauf que quand on interviewe les principaux intéressés, on tombe un petit peu des nues. Qu'est-ce qu'ils nous disent? D'avoir des punitions, d'être renvoyés, ça donne des adrénalines, ça donne des pulsations au cœur, ça nous fait quelque chose de fort. Ils évoquent très clairement le plaisir qu'ils prennent dans la transgression. Sauf évidemment certains cas qui relèvent d'autres choses. Mais là, je parle du commun, du banal, du quotidien. Les filles, quand elles sont collées, elles pleurent. Nous, on n'a pas peur de faire des bêtises. On a un sentiment de fierté. J'ai fait chier la prof. On a un sentiment, je deviens de plus en plus fort. Maintenant, je suis un rebelle. Donc très clairement, on est dans du rite de virilité, c'est-à-dire dans des conduites sociales pures et non pas dans du manque et dans de l'anomie sociale. Ils savent parfaitement ce qu'ils font, les bénéfices qu'ils en retirent, et le jeu en vaut la chandelle. Voilà, la plupart du temps. Je vais essayer d'aller un petit peu vite. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que tous ces garçons, ils vont performer leur virilité, ils vont la performer dans le sport, c'est-à-dire la mettre en visibilité, la rendre ostentatoire. Ils vont la performer à travers les transgressions, évidemment. Ils vont la performer à travers l'orientation, ils vont la performer à travers la violence de domination. Si certains veulent le PowerPoint, je laisserai mon adresse mail, je la leur donnerai pour aller un petit peu plus vite. Donc domination sur les garçons les plus faibles, les plus jeunes. Domination aussi sexiste et homophobe sur les filles. Donc toutes les enquêtes
montre les attouchements, les propos obscènes dont elles sont l'objet, mais aussi montre chez les garçons qu'il y a beaucoup d'agressions qui ont lieu, d'agressions homophobes dans les espaces qui échappent au regard des adultes, à la surveillance des adultes, toilettes, douches, vestiaires, fonte de bus, etc. Voilà, c'est quelque chose qui traverse aussi évidemment le rapport pédagogique. Quand une femme enseignante se fait traiter de pute par un élève, un professeur a droit à un doigt d'honneur ou à tout un tas de choses comme ça, on est là dans l'inversion du rapport hiérarchique auquel on substitue un rapport de genre, c'est-à-dire on renvoie à sa condition biologique de femme ou à une présumée homosexualité. Donc là, on voit que le sexisme et l'homophobie se rejoignent là dans la dévalorisation systématique de ce qui est lié au féminin. J'arrive à la fin, je conclus. Sexisme ordinaire des enseignants, donc vous voyez, là aussi, bon, les filles sont plus vicieuses, plus tordues, plus hypocrites, elles se font moins prendre, elles font les choses en douce. Les garçons, eux, bon d'accord, ils sont sanctionnés, mais finalement, on admire un petit peu leur côté brut de décoffrage, qui font les choses en face, etc. Voilà, et donc j'arrive à ma conclusion. Quelle est-elle? C'est que, je renvoie à ce que j'ai dit au début, c'est très bien de se pencher sur l'égalité filles-garçons, c'est très bien de vouloir faire accéder les filles à quelque chose de considéré comme supérieur, et donc masculin. Moi je dis, on n'atteindra jamais l'égalité entre les sexes si on ne s'attaque pas d'abord et si l'on n'en finit pas avec la fabrique des garçons. Comment on construit les garçons? Parce que le problème, il est bien là. L'homophobie, le sexisme découlent de cette fabrique des garçons et des valeurs sur lesquelles on les construit. Donc il y a une asymétrie massive, très clairement, dans la prise en charge éducative des garçons et des filles. Toutes les études concordent là-dessus. On passe notre temps à s'occuper des garçons. Tout le temps. Si on s'occupe du périscolaire, des sports, loisirs, culture, c'est la même chose, pardon. Il faut aussi lutter contre ce que nous-mêmes, au sein de notre institution, on reproduit et des processus à l'œuvre, des processus bicatégorisants et hiérarchisants. Il faut se pencher sur la construction des hommes et du masculin, qui reste un angle mort encore de la recherche. On est toujours en train de... voilà. Alors, certainement pas les penser en tant que victimes, mais encore une fois, déconstruire cette fabrique. Et donc... pour cela, il nous faut réfléchir, travailler, éduquer dans une perspective résolument féministe d'égalité des sexes, c'est-à-dire d'égalité entre les individus, quel que soit leur sexe, quelle que soit l'adéquation de leur comportement aux normes liées à celui-ci. Et certainement pas en réplique des acquis réalisés par les filles et les femmes ces dernières années, mais en complémentarité, dans une volonté émancipatrice. Je vous remercie.